Bonjour à tous et merci de m'avoir rejoint pour la lecture du compte-rendu du procès de Mazan. Aujourd'hui, pas d'aparté, je vous propose qu'on commence de suite la lecture du thread de Marion Dubreuil. On y va. Alors, la cour criminelle départementale du Vaucluse doit s'intéresser à la personnalité de 5 accusés. Le président lit l'enquête de personnalité de Didier S. Tout le monde a eu le droit au martinet, mais pas tous les jours. Je n'ai pas eu de mauvais souvenirs de mon enfance, dit Didier S. Je n'ai pas été abandonné, mais pas pris dans un grand cercle d'amour. Adolescent, Didier explique qu'il allait dans les bois pour se masturber. Drôle d'activité. J'ai été surpris par un homme, il m'a imposé une fellation et une sodomie. Je n'ai pas vécu ça comme un traumatisme, mais comme une expérience, aurait expliqué Didier S. à l'enquêtrice de personnalité. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on rentre les pieds dans le plat directement? Qu'est-ce qui se passe là? Mais comment ça, c'est pas un traumatisme? Mais t'imagines... Bon, déjà, se masturber dans la forêt, c'est une activité... comme une autre, mais qu'un mec qui vienne et qui t'impose... Alors, je ne sais pas si on va entendre, mais je suis dans le sud-ouest, et du coup, on a l'ouragan Kirk, qui, enfin, on a un peu les bribes, les restes, et du coup, en fait, là, je sais pas si on va entendre souffler. Après, ça nous fait une petite ambiance ASMR, fin du monde dehors, comme effectivement, c'est la fin du monde dans ce qu'on lit. Mais ouais, je sais pas si on va entendre, j'espère pas, je pense pas, puisque mon micro, normalement, il détecte que ma voix et les grincements de ma chaise. On continue. Didier S. a expliqué à l'enquêtrice rechercher le sexe hors du couple, des relations bisexuelles, sauna et air d'autoroute. Pardon. Ça me fait bizarre de rentrer les pieds dans le plat directement. C'est pardon, c'est un rire nerveux. Mais qu'est-ce qui se passe? Qui fait ça dans les aires d'autoroute? En plus, ça pue toujours dans les aires d'autoroute, il fait froid. Enfin bon, bref. Je suis un papa de vacances, aurait expliqué Didier S., qui ne prenait pas en charge le quotidien. Ok, j'ai appris un nouveau terme, je ne savais pas que ça existait. Un papa de vacances. En gros, t'es pas papa toute l'année, mais t'es papa que pendant les vacances. C'est génial. Ces hommes-là, moi j'adore le culot des hommes. Moi je m'en inspire beaucoup de ce culot au quotidien. Alors, qui ne prenaient pas en charge le quotidien. On rigolait ensemble, on voyait des gens, on faisait des activités. Se rappelle sa fille quand elle allait le voir en vacances. Didier n'assumait pas de responsabilité financière et ne payait pas de pension alimentaire à son ex-femme pour leurs 2 enfants. Énorme red flag. Payez vos pensions. Didier a été opéré d'un cancer de la vessie. Son ex-épouse trouve que ce cancer l'a beaucoup dégradé. Didier reconnaît qu'il est meurtri. Cette opération le prive de relations sexuelles normales. Ah bon, quand on est opéré de la vessie, on n'a pas une vie sexuelle normale? Je savais pas. Diminué sur le côté homme pour l'un de ses amis. Ah ouais, en gros, donc comme il a été opéré de la vessie, c'est plus un homme? Qu'est-ce qui se passe? J'ai les oreilles de Dumbo, mais pas la trompe, aurait blagué Didier à propos de son opération de la vessie qui le prive d'érection. Attendez, j'essaie d'imager. J'ai les oreilles à Dumbo, mais pas la trompe. Il a plus de zizi? Je comprends. Je n'arrive pas à comprendre sa métaphore là. J'ai les oreilles de Dumbo. C'est des coucougnasses. Bref, franchement, est-ce qu'on a envie de savoir? Non, on continue. Didier est appelé à la barre, il s'effondre en larmes. Est-ce que ce que vous avez entendu est conforme? Demande le président. C'est tout moi, je ne peux pas me changer, j'ai toujours eu un moral d'acier. Si quelqu'un a besoin de moi, j'arrive de suite, répond Didier. Est-ce que cette affaire a mis des tensions avec vos enfants? Demande le juge. Je suis grand-père, mon fils est venu me présenter mon petit-fils chez moi parce que je ne peux plus aller le voir. Est-ce que vous avez vécu votre opération de la vessie comme un traumatisme? Demande le président. Oui, c'est possible, admet Didier. C'est ce qui m'a fait basculer dans la recherche d'une autre sexualité. Vous avez renoncé aux relations hétérosexuelles avec les femmes? Demande le juge. Oui. Est-ce que l'homosexualité était déjà en vous? Peut-être que ça m'a travaillé. Le président revient sur l'épisode de viol que l'accusé aurait subi à 16 ans. Ça s'appelle un viol. Si on n'est pas d'accord, est-ce que vous étiez consentant? Demande le juge. J'ai été surpris, il m'a dit de faire, explique Didier. Ça a été rapide, ça a été fortuit. S'il n'y avait pas eu cette histoire, jamais personne n'aurait su. Est-ce que cet événement... Ouais, mais il veut pas l'appeler viol, en fait, j'ai l'impression. Hein, parce que je pense que s'il dit que c'est un viol, il va se dire que pour Gisèle aussi c'était un viol. Est-ce que cet événement vous a perturbé ou vous l'avez évacué? Demande le juge. Je l'ai évacué, répond Didier S. Est-ce que lorsque vous avez été opéré, l'événement de vos 16 ans, qui est peut-être un viol, est revenu? Peut-être. Qu'est-ce qui a fait que vous avez parlé de cet épisode que vous avez vécu à 16 ans à la psychologue? J'ai eu peur qu'on fasse la relation
Il a été violé, il va violer. J'en ai pas. Ouais, voilà, c'est ça en fait. Il veut pas qu'on se dise que comme il a été violé, aujourd'hui c'est un violeur, en gros, qui se venge, quoi. J'en ai parlé après, peut-être par confiance. Quand vous étiez détenu à la psychologue de la prison? Oui. J'ai noté dans votre enquête de personnalité l'anticonformisme. Peut-on dire que vous ne vous souciez pas du regard de l'autre? Le regard des autres, ce n'est pas mon problème. Vous vous considérez comme indépendant? Oui. Libre d'être comme je veux, indépendant. D'abord, je veux réitérer mes excuses à madame de ne pas avoir compris, de ne pas avoir réagi, demande Didier S. Je pense qu'il s'adresse à Gisèle Pellicot. Est-ce que cette imperméabilité au regard de l'autre peut malgré tout vous rendre influençable, demande Maître Camus. Je prends ce qu'on me donne, il bafouille. Est-ce que par adaptabilité, vous vous détournez des femmes, mais vous gardez une attirance pour les femmes? Est-ce que ça génère malgré tout une frustration? Est-ce que vous parvenez à changer d'orientation sexuelle, demande Maître Camus. Est-ce que ça tue le désir pour la femme en sachant que vous ne pouvez pas l'assouvir, demande Maître Camus. J'aime regarder les femmes. Ce dont vous parlez, c'est un désir de contact charnel, un désir de sexe, pas forcément l'homme, répond Didier S. Je ne vais pas mettre le monde à l'envers pour parvenir à mes fins, affirme Didier S. Est-ce que vous avez fait un travail de réflexion sur les faits qui remontent à 5 ans, demande le président, sur l'initiative de Maître Camus? Oui, je vois une psychologue tous les mois. À la maison d'arrêt, vous aviez la réputation d'être un pédophile au début, lui demande Maître Marmillot, son avocat. Oui, j'ai eu des crocs en jambes, un verre d'eau sur la tête, maltraité et frappé. Que pensez-vous des viols, demande Maître Marmillot. C'est la pire chose, j'ai toujours eu le respect des femmes, c'est le pire, j'ai été pris dedans, j'ai pas pu m'en sortir, c'est abominable, répond Didier S. Je ne vous parle pas de janvier 2019, mais en général. Dominique Pellicot a été traité, il est apte à comparaître et sera de retour après la suspension. Ah oui, c'est vrai, parce qu'il était malade. Je crois qu'il était malade, il y a le SAMU qui est arrivé, etc. Reprise de la lecture de l'enquête de personnalité de Jean-Marc L, 74 ans, l'accusé le plus âgé. Ses parents se sont séparés quand il n'avait qu'1 an, il a été élevé par sa mère et son beau-père dans une famille recomposée avec 2 demi-frères. Formé à la pâtisserie, il s'est orienté vers la profession de chauffeur poids lourd après son service militaire, jusqu'à un grave accident qui lui a broyé la jambe. Dans sa vie personnelle, il a eu un fils d'une première union, néanmoins marqué par ses absences et ses infidélités. J'allais souvent à la Jonquera en Espagne. Oh non! Oh non! Oh non, pardon. J'ai la ref là pour le coup. Bah, je vous ai dit, j'habite dans le sud-ouest, donc en fait, la Jonquera, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un endroit en Espagne où, de ce que j'ai compris, parce que je n'y suis jamais allée forcément, hein, il y a que les hommes qui y vont. Il y a beaucoup d'hommes qui y vont. Je sais pas si les femmes y vont d'ailleurs. Mais en gros, c'est un endroit où tu peux payer. Enfin, il y a des prostituées, de ce que j'ai compris, et tu peux payer. Il y a des chambres, etc. Et en gros, c'est voilà quoi. C'est un super lieu pour les vacances. C'est super. Et j'ai des souvenirs de mon adolescence, entre guillemets, même quand des petits y allaient, quoi. C'est un peu limite, pas un baptême de l'air, hein, mais presque, quoi. Parce que, et encore aujourd'hui, je n'arrive pas à comprendre cet attrait très jeune pour la prostitution. En fait, il fallait, je pense, il y a des hommes, ils veulent absolument être dépucelés le plus vite possible. D'ailleurs, avec un abonné, on en a discuté en commentaire, où il me disait, parce qu'il y en a un, il avait écrit qu'il avait été dépucelé à 26 ans, donc tardivement. Mais il n'y a pas de tardivement, en fait. Pas tard, enfin, il n'y a pas de tard, il n'y a pas de tôt, il n'y a pas de... Enfin, je veux dire, à un moment donné, sa sexualité, on la vit de manière unique et personnelle, enfin, et c'est de ça que je voulais parler. Il y a une espèce de masculinité toxique, mais c'est 100% dans la société patriarcale, hein, où l'homme, enfin, il faut qu'il soit cet homme vigoureux dans la sexualité, qu'il ait une sexualité très épanouie très tôt, et ça peut créer, on le voit ici, une espèce de frustration chez les hommes, qui les force même à aller voir des prostituées, etc., alors que, messieurs, votre sexualité, vous la vivez comme vous voulez. Il y a des personnes, même il y a des femmes qui n'ont pas d'attrait pour le sexe. Il y en a, oui, il y en a pour qui ça reste un besoin, entre guillemets, mais ça ne sera jamais un besoin vital au point de violer. Ça, non, ça, jamais de la vie. Et il y a ce truc où, chez les hommes, on fait passer ça pour une espèce de besoin vital, alors que non, quoi. Et cette espèce d'obligation, elle a la vie dure, et c'est vraiment un step dans le patriarcat qu'il faut qu'on arrive à balayer, parce qu'en fait, déjà, ça crée des frustrations, et ça crée les hommes d'aujourd'hui, quoi. Et c'est pour ça, il faut enlever cette espèce de pression sur l'épanouissement sexuel, et même sur la performance sexuelle, parce que là encore, on est dans cet attrait-là de il faut que je sois dominant pendant l'acte, etc., alors que, enfin, non, quoi, non. Il n'y a pas de domination. L'amour, ça reste un moment de partage, un acte sexuel. Je pense que c'est toujours un acte de partage, je l'espère, hein, parce que sinon, si on est là comme là, quoi, c'est limite de la nécrophilie, quoi. C'est une personne cadavérique qui est à la limite de la mort, quoi. Il y a des personnes qui m'ont reproché le fait que je dise... Enfin, je sais pas s'ils me le reprochaient à moi ou s'ils le reprochaient aux détenues, qui disaient qu'elle dormait. Alors qu'elle ne dormait pas, elle était dans un espèce de coma.
Mais enfin, dormir, être dans le coma, bref, être dans un état pas là, quoi, inconscient, si on veut. Je vous propose qu'on continue, aparté terminé. Reconnaît Jean-Marc L., ville frontière connue pour la prostitution. Ok, bon ben voilà, c'est ça. Son ex-femme demande le divorce pour faute. Comment expliquez-vous ce recours à des prostituées, demande le président. Ouais, en fait, c'est ça, c'est... Limite, c'est un espèce de... Pardon, je reprends, mais parce que c'est vrai que c'est quelque chose... J'ai pas l'habitude d'en parler beaucoup avec les hommes autour de moi, donc on va prendre le temps d'en parler ensemble. Parce que ouais, en fait, les prostituées, c'est limite le recours des hommes qui ne peuvent pas avoir du sexe, mais j'ai l'impression plus par besoin prouvé que par réel besoin de contact, parce que, enfin, j'ai jamais eu recours à des prostituées, après je ne sais pas, mais pendant un acte avec une prostituée, c'est mécanique, non? Enfin, je pense, je ne sais pas. Il n'y a pas cet attrait amour dont je pense on a plus besoin en tant qu'être humain, parce que je pense que sans amour, on ne vit pas. Mais je sais pas ce que vous en pensez, après je sais pas, peut-être qu'il y a des prostituées qui peuvent faire des câlins. Et qui sont dans l'affection. C'est un plus des call girls, ça, je pense, non? Tu l'invites à aller boire un verre, à dîner avec toi, enfin, c'est de la compagnie, je pense, je sais pas. Très honnêtement, c'est un monde qui m'est inconnu, mais je trouve ça triste que les hommes aient ce besoin comme ça d'avoir recours. C'est pas un besoin, mais plus une obligation d'avoir recours à des prostituées s'ils peuvent pas vider leurs couilles. Allez, c'est parti. Pardon, je perds ma patience. Allez, on continue. On travaillait beaucoup, on était entre copains. Quel est le routier qui n'a pas été voir une prostituée, demande Jean-Marc. Non mais voilà, par exemple. Comment ça, quel est le routier qui n'est jamais allé voir une prostituée? Qu'est-ce que ça veut dire? En plus, je vous ai dit dans les autres vidéos que je trouvais qu'il y avait énormément de chauffeurs, poids lourds, etc. dans les accusés. À chaque fois, c'est un métier qui revient beaucoup. Mais c'est quoi? En fait, c'est limite un baptême de l'air chez eux. Et c'est problématique, en fait. Là, les chauffeurs poids lourds, je pense... J'avais eu le témoignage d'une femme qui me disait qu'elle était la seule femme et qui était rentrée dans une entreprise comme ça. Et qu'en gros, il la voyait comme limite un bout de viande, quoi. Le gibier. Mais en fait, il faudrait peut-être que l'État commence à se concentrer un peu et faire, je sais pas, de la prévention un peu chez les chauffeurs routiers, parce que j'ai l'impression que c'est un métier où ils ont besoin un petit peu de discuter, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Et votre couple, demande le président. J'étais dans l'ambiance, je sais qu'elle en a souffert. Décidément, cette ambiance revient beaucoup. L'ambiance, c'est vraiment un motif pour les hommes, pour tromper. J'adore. Bien, j'étais dans l'ambiance. Enfin bon, bref. Vous étiez pris dans une espèce d'engrenage. Tout le monde faisait la même chose sans que vous posiez trop de questions vis-à-vis de votre épouse. Si, j'y pensais, mais quand j'étais à la maison, je me consacrais à mon épouse, répond Jean-Marc L. Pour moi, la séparation, ça se passe mal. Je n'accepte pas qu'elle divorce. Le divorce, je fais traîner pendant 8 ans. Quoi? 8 ans? On peut faire traîner un divorce autant? Pendant ces 8 ans, vous avez eu des unions? Oui, il fallait bien que je continue ma vie. J'allais faire une blague, ça lasse. Je vais pas la faire. Comment vous qualifiez votre sexualité, demande le juge. Normal. J'ai fait du libertinage, mais une fois avec un couple, ça m'avait pas tellement... J'étais pas axée à des trucs extravagants. D'après ce que vous avez dit au psychiatre, c'était plus régulier. 2-3 fois, pas plus, répond Jean-Marc L. Comment on en arrive à avoir des relations avec un couple? Au début, un ami. Après, sur Internet. C'était quand? Avant 2017, quand je roulais. Les faits qui vous sont reprochés remontent à 2017, où vous étiez dans une relation si ça se passait bien. Pourquoi chercher sur Internet? Pardon, je refais une pause. Une aparté. Mais en fait, là, quand il dit quand je roulais, en fait, est-ce qu'il y a ce truc dans la tête des hommes où, quand ils sont en déplacement, ils ont un besoin, du coup, d'aller dépasser les limites de ce qu'ils peuvent faire chez eux? Je sais pas. C'était ma petite théorie comme ça. On continue. Quand Monsieur Pellico m'a proposé, je me suis dit tiens, je vais essayer. Est-ce que vous étiez épanoui sexuellement avec votre compagne? C'était pas le grand jeu, explique Jean-Marc L. C'est pour ça que ça m'a poussé à recommencer le libertinage. Une sexualité sans fantaisie, c'est ça? Demande le président. Pas de préliminaire, répond. Quoi? Bah. Comment ça, pas de préliminaire? Ça veut dire. On rentrait directement dans le vif du sujet? Mais ça doit être extrêmement douloureux pour madame. Comment ça, pas de préliminaire? Je suis désolée, je perds patience. Le président développe. Maintenant, le casier judiciaire de Jean-Marc L., émaillé de 4 condamnations, essentiellement pour vol, s'est tombé du camion, admet l'accusé. Il avait aussi trafiqué le mouchard du camion pour modifier les horaires de conduite. Un accident, je collais trop. L'étiquette, on l'a quand même dans le dos. Ce qu'on a fait, c'était pas bien. Il y a la honte. Après le procès, il y aura toujours quelque chose. C'est pour ça que je vais voir un psy, on travaille là-dessus, explique Jean-Marc L. Vous avez beaucoup voyagé
à Madagascar, c'était pour le tourisme sexuel, demande une... Ah, il y a un tourisme... Il y a du tourisme sexuel à Madagascar, je savais pas. Demande une assesseur, j'étais surtout là-bas en voyage parce que j'étais sur l'île de la Réunion, surtout comme touriste, rien à voir avec le sexe. Et en Thaïlande, j'étais avec ma compagne. Par contre, oui, Thaïlande, je sais que c'est connu pour le tourisme sexuel. Sur question de son avocate, Maître El Bouroumi, ah, c'est Nadia El Bouroumi, son avocate, Jean-Marc L. adresse des excuses à Gisèle Pellicot. Audition des deux témoins. Seul l'un des témoins est présent, explique l'huissier avant d'aller le chercher. Cet homme vient témoigner pour Karim S., un homme que je connais depuis une dizaine d'années. On s'est vu chez des collègues en commun, et j'ai travaillé avec lui, je trouve que c'est quelqu'un de calme, c'est pas un excité. Quoi dire? Plutôt généreux, amical. Point lexical. Le président précise, pour ceux qui ne sont pas du Sud, collègue, ça veut dire ami. Ah d'accord, il a dit c'est un collègue. Il a dit c'est un collègue avec des collègues en commun. Ah, j'adore la petite précision du président. La qualification des faits m'est parvenue sur la convention pour déposer, explique un ami d'enfance d'un accusé, Karim S., qui explique avoir rendu visite à son ami en prison pour aider sa mère notamment. Le président lit maintenant l'enquête de personnalité de Karim S. D'après l'enquêtrice, il s'est montré coopératif. Sa grand-mère paternelle avait des mots durs à l'égard de sa mère qui ne partageait pas leur religion. Le père n'a pas assisté à l'accouchement de son deuxième enfant. Karim S. a été abandonné par son père à l'âge de 3 ans, il est parti vivre au Maroc. Sa mère s'est débrouillée pour financer un voyage au Maroc pour que ses enfants puissent voir leur père, ça s'est très mal passé. Karim S. avait une photo de son père, avec une cible de fléchettes. Waouh, oula, putain. Sa mère n'avait rien dit. Un jour, il avait enlevé la photo. Karim S., adulte, avait retrouvé la trace de son père sur Internet. Il avait réussi dans la finance et vivait au Canada. Et il lui avait écrit. Son père lui avait répondu qu'il n'avait pas d'argent à lui donner. Sa mère avait compensé l'absence de son père. Karim S. n'a jamais traîné dans la rue. Sa mère explique qu'il avait une très bonne relation et échangeait beaucoup. Karim s'avance à la barre. Rien n'a été omis, mais certains points ne reflètent pas exactement la réalité, dit l'accusé d'une voix douce. Sur l'engagement que j'éviterai en me tournant vers des femmes mariées, je n'ai connu que 2 femmes mariées et je l'ignorais pour l'une. C'était quoi pour vous le frein de fonder une famille, demande le juge. Une grande partie de cette réticence, c'est mon vécu par rapport à mon père. Je ne sais pas ce que c'est d'être père, ça me faisait très peur. C'est moins le cas aujourd'hui, répond Karim S. C'est la résultante d'un travail? Oui, répond Karim S. Le président revient sur la dernière liaison avec une femme mariée, une relation du triolisme sans l'être vraiment. C'est à l'occasion d'une connexion sur un chat que j'ai été contacté par un profil de couple. J'ai su que c'était un homme qui me parlait qui cherchait un amant pour sa femme, explique Karim. Je n'ai pas communiqué avec Céline jusqu'à la rencontrer physiquement. Karim explique qu'il a continué la thérapie pour vider son sac. Il voudrait changer de thérapeute pour poursuivre le travail sur le cognitif et non pas sur le volet médicamenteux. Par rapport à votre famille, vous avez leur soutien? Depuis le jour de mon arrestation. Je ne suis plus la même personne, je ne peux plus exercer. Enfermé dans un bureau devant un ordinateur, j'ai envie de travailler dehors, dans les espaces verts. Karim explique qu'il a travaillé pendant 1 an pour de la culture de micro-pousses jusqu'au procès. Je n'ai plus de libido depuis la prison. J'ai fréquenté une amie pendant quelques semaines, mais j'étais pas prêt. Début mars, j'ai rencontré une autre femme, je suis très amoureux d'elle et on a eu des soucis avec cette affaire, poursuit Karim. On s'est séparés, puis elle avait décidé de me soutenir, mais c'était trop dur pour elle. Elle a eu des problèmes avec ses enfants et ce week-end on s'est séparés, explique Karim. L'avocate générale l'interroge sur un épisode vécu sur une petite amie de son oncle. Pouvez-vous l'expliquer à la cour? La petite amie d'un de mes oncles que j'aimais beaucoup, on était chez ma mère allongée quand mon oncle est arrivé. Elle m'a dit de se rhabiller. Karim dit ne plus en avoir de souvenirs, il était au CP, précise-t-il. Je pense qu'à mon avis ce n'était pas normal et moi j'en ai un bon souvenir, je la trouvais très jolie. Vous en aviez parlé aux adultes à l'époque? Non, elle m'avait dit de ne pas en parler. Ah ok. Donc la femme de son oncle a fait des choses avec lui quand il était au CP. Mais lui, il en a gardé un très bon souvenir et il l'a trouvé très jolie. Et il en avait parlé à personne. Ok. Pourquoi en avoir parlé à la psychologue de la prison, demande l'avocate générale. Parce qu'on a parlé de toute ma vie, répond Karim S. C'était sur une question directe, précise son avocat. Avez-vous été victime d'abus sexuels? Pouvez-vous nous en dire plus sur votre rapport à la confrontation, demande son avocat. Je me suis rendu compte de ça, je préfère prendre des voies détournées plutôt que de risquer la confrontation. Je n'aime pas les rapports de force, je n'aime pas les cris et les disputes. Interrogé sur sa sexualité, Karim dit ne pas avoir de tabou, être assez ouvert d'esprit. Il évoque une relation avec un transsexuel, un couple. Il dit avoir un appétit sexuel mais ne pas être obsédé. Je ne suis pas venu pour me cacher mais pour répondre de mes actes. Je viens à visage découvert, explique Karim. Vous avez une sœur jumelle? Est-ce qu'elle est mariée? Elle a des enfants? Non. On peut s'imaginer que ça vient de l'abandon de votre père. Oui, aujourd'hui, je me dis qu'elle a peut-être peur de tomber sur quelqu'un comme mon père, explique Karim. Reprise de l'audience avec l'interrogatoire de personnalité de Vincent C. qui raconte son enfance ballottée. Entre ses parents séparés quand il était bébé, il évoque le cauchemar d'avoir été
confronté à sa grand-mère morte soudainement dans les escaliers quand il avait 8 ans. La cour a entendu son ex-compagne, il a été condamné pour violence conjugale à son égard, le président veut revenir sur la vie sentimentale, Vincent C. évoque une première relation qui s'est terminée à cause de la distance. Vous aviez peur d'être jaloux ? Demande le juge. Oui. Vincent C. évoque une autre relation qui s'est terminée à cause de la jalousie et de l'alcoolisme. Est-ce qu'à chacune de vos relations, il y a de la jalousie ? Demande le président. Oui. Justifiée ou pas ? Vincent C. dit que sa dernière compagne a insisté pour qu'ils se mettent en couple. Moi, je voulais pas, c'était l'ex d'un collègue. Ils finissent par se mettre en ménage et se séparent au bout d'un an. Elle est retournée chez son ex, j'essayais de la récupérer. Ils se remettent en couple et une nouvelle rupture. Son ex-compagne, auditionnée hier, avait parlé d'un cycle de violence. Nos 3 ans de vie commune n'ont pas été aussi mauvaises qu'elle a pu le dire hier. Vous dites que j'ai acquiescé, mais je prends sur moi et j'essaye de faire bonne figure, explique Vincent C. Votre ex dit que vous étiez un père de substitution pour sa fille, souligne le président. Je pense qu'elle n'aurait pas mis en risque le bonheur de sa fille, répond Vincent C, qui précise que le père biologique habitait à côté et qu'il était présent. À chaque période de sa séparation, je suis retournée fréquenter les sites comme Coco. J'ai jamais trompé mes compagnes. Dans les périodes de célibat, il était fréquent pour vous d'aller sur ces sites. Pourquoi Coco ? Est-ce que vous avez une orientation sexuelle un peu particulière ? C'est un site qui correspondait pas aux autres, mais j'y allais pas forcément pour une recherche plus particulière. Moi, je cherchais une relation d'un soir ou des rencontres avec des couples, explique Vincent. Vous avez eu d'autres expériences avec des couples ? Oui. Pas que sur Coco, mais en fréquentant des sites libertins et des clubs échangistes, raconte Vincent. Qu'est-ce qui vous a tiré ? J'ai pas trop bien vécu mes séparations. Pourquoi plutôt des couples ? Vous m'avez pas laissé finir. En fait, je cherchais du sexe sans attache. Je prenais ce qui venait, explique Vincent C. Couple ou femme seule. Sur question d'un assesseur qui lui demande... Putain, n'empêche, je prends ce qui vient. Franchement, tant qu'il y a du sexe, moi je suis là. C'est fou quand même. Ils ont un... je sais pas... Sur question d'un assesseur qui lui demande quand il a commencé à boire de l'alcool et à consommer du cannabis, Vincent répond qu'il a commencé après un accident de voiture avec des collègues dans lequel il a perdu un ami. Une autre assesseur lui fait remarquer qu'il avait daté sa consommation excessive à ses 30 ans, comme les relations sexuelles libertines. L'assesseur l'interroge sur ses besoins sexuels insatiables selon son ex-compagne, Vincent conteste. Et sur votre dénigrement des femmes, là encore, l'accusé conteste et fait valoir son respect des femmes. Je ne peux pas demander pardon à Madame Pellicot parce qu'elle ne me l'accordera jamais. Je suis présent tous les jours et ce n'est pas par voyeurisme, c'est pour tenter de comprendre comment j'en suis arrivée là. Ah ouais, il est présent tous les jours. Parce que vous savez, ils ont fait des groupes d'accusés, parce qu'ils sont beaucoup trop, ils sont une 50aine. Du coup, en fait, lui, il vient tous les jours. Ok. Avant la diffusion des vidéos et des photos qui accompagneront l'interrogatoire de l'assuré, le président invite la mère de Vincent à quitter la salle de la même manière. Il fait passer le message pour le fils de Gisèle Pellicot et pour la salle de retransmission. Ok, donc là, ils vont passer les vidéos. Vincent C. confirme depuis le box qu'il ne reconnaît pas les faits de viol. Ah, ben on va voir les vidéos alors. J'utilisais le site Coco sur mon portable, il y avait un onglet avec des forums, mais moi je faisais des recherches par proximité géographique pour faire des rencontres. Est-ce qu'il était question d'une rencontre avec un couple ou une femme ? Des somnifères, des femmes endormies ? Avec un couple pour les somnifères, il ne me semble pas que c'était dit sur le chat, répond Vincent, qui admet l'avoir su avant d'entrer dans la chambre à coucher. Vous étiez informé que les faits étaient filmés ? Oui, c'est très souvent ce que les couples font, ils filment les rapports échangistes, ça m'est arrivé 7 à 10 fois. Vous arrivez dans la maison, vous avez des échanges particuliers ? Je me gare sur le parking, souvent chez les échangistes, on ne se gare pas devant la maison, c'est le mari qui vient chercher pour voir à qui il a affaire. Il est venu en robe de chambre et il m'a proposé à boire. Dans la cuisine, on a eu une petite discussion, elle est partie se coucher, elle a pris un somnifère. Il n'en avait jamais été question avant, demande le président ? Pas sur le chat de Coco. Et par téléphone, ça a été très rapide. 1 à 2 heures après, le rendez-vous était fixé. Il m'a dit on va aller dans la chambre, on va aller la réveiller. Je ne me rappelle plus exactement. On va dans la chambre, il me fait déshabiller dans la chambre. Vous pensez que cette femme, elle va se réveiller ? Par les actes, oui. Pourquoi ne pas tapoter sur l'épaule pour lui parler, pour essayer de la réveiller ? C'est ce qu'il a dû induire. Elle est comment ? Allongée sur le côté droit en petite tenue. La deuxième fois, Dominique Pellicot vous aurait demandé de revêtir une culotte de femme. Qui va avoir le premier acte ? C'est moi. Quelle sensation quand... Ah putain, mais on s'en fout ! Quelle sensation quand vous la touchez, la pénétrez de la part de celle que vous pensez être votre partenaire ? Aucune réaction. Ça vous étonne ? Pas sur le coup. Mais jamais elle ne se réveillera. Jamais je n'aurais imaginé l'inimaginable qu'il fasse ça à sa femme. En 2019, on n'entend pas parler de soumission chimique. À aucun moment j'ai des indices. Ben, tu vois, ça c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, la soumission chimique, on va en entendre bien parler, et c'est un réel problème en plus, vraiment, parce qu'il n'y a pas que la soumission chimique médicamenteuse de manière détournée. Si jamais demain vous buvez de l'alcool ou que vous prenez des substances olé olé, et que quelqu'un en profite, c'est un viol par soumission chimique également.
C'est pas forcément quelqu'un qui vous l'administre. D'ailleurs, j'en ai parlé sur ma vidéo de présentation sur l'affaire Mazan. À aucun moment, j'ai des indices qui me font comprendre qu'il a drogué sa femme. J'ai pas les compétences, explique Vincent. Avez-vous déjà commencé une relation avec une femme endormie? Non. Est-ce que c'est difficile de réveiller une compagne lorsque vous bougez dans le lit? Est-ce qu'une personne se réveille facilement? Oui, admet Vincent, mais le début de l'action va très vite. Ça a duré même pas 5 minutes. Quand Dominique Pellico me demande de me retirer pour que je le filme, pour la victime, je comprends que c'est long, mais pour moi, c'est très rapide, estime Vincent C. Comme il procède pour chacun des accusés, le président lit le PV d'exploitation des vidéos par les enquêteurs. Il s'agit avec certitude de scènes de viol. Elle apparaît parfaitement inconsciente, les acteurs chuchotent pour ne pas la réveiller. Les 2 scènes des faits reprochés à l'accusé Vincent ont eu lieu en octobre 2019 et en janvier 2020. On a les mêmes commentaires, précise le président pour la 2e fois. Est-ce qu'à un moment, Madame Pellico s'est réveillée? Non, je ne pense pas. Est-ce qu'elle a exprimé quoi que ce soit? Non. Pourquoi faire exprimer quoi que ce soit? Pourquoi faire? Était-elle en mesure d'exprimer son consentement ou de s'opposer à quoi que ce soit? Non, murmure Vincent C. Non. C'est lui qui vient me chercher une 2e fois sur Coco et c'est moi qui lui fais remarquer que je suis déjà venue. Il insiste pour que je revienne. Il me dit qu'ils ont regardé la vidéo ensemble et qu'ils ont aimé. Il n'a pas besoin de me dire beaucoup, ça ferme la porte du doute. Bah, tu pourrais peut-être en parler avec celle qui dit avoir aimé, peut-être, je sais pas. Vous y étiez allé la première fois, vous pensez que c'est bizarre, et vous y retournez? Est-ce que ce bizarre n'aurait pas dû vous interdire de revenir? Il m'a remis en confiance, peut-être que je suis attirée par la relation sexuelle et ça m'évite de poser des questions. Chez les couples libertins, un mari ne doit pas mettre en danger sa femme. Vous ne vous êtes pas posé la question entre les deux d'avoir un petit contact direct avec madame? Exactement. Je ne me suis pas posé la question, répond Vincent. C'est peut-être une précaution à prendre. À un moment donné, vous allez lui introduire votre sexe dans sa bouche. Vous n'avez pas de flash à ce moment-là, vous dire que ce n'est pas normal? Je ne réfléchissais pas, répond Vincent. C'est bien connu, c'est bien connu. Quand on est excité, on réfléchit pas. C'est très connu. D'ailleurs, il y a des études qui ont été menées. Putain, non mais pardon. Je suis fatiguée. Hein. Je réfléchissais pas. J'ai pas réfléchi. Vraiment, c'est ça, quoi. Oh, la défense en carton, putain. Dis rien, c'est mieux. Je te jure, dis rien, c'est mieux. Je suis désolée, s'agace le président. Je veux bien que vous soyez alcoolisé, guidé par des besoins sexuels, mais là, face à la suffocation, putain, en plus, elle est suffoquée, quoi. J'en ai marre. Libérez-moi. Vous voyez ses yeux, vous ne voyez pas que vous êtes à contre-courant du bon sens. Merci, monsieur le président. Qui vous agacez, nous aussi on est très agacés, monsieur le président. Pourquoi vous avez modifié les dates auprès de l'expert psychiatre, demande l'assesseur? Je ne sais pas. Vous n'avez pas fait que modifier les dates, vous avez étayé vos déclarations en parlant du confinement, en disant que vous ne voyez plus personne à ce moment-là. La culotte que vous amenez la 2e fois, vous confirmez que c'est une demande de Dominique Pellico? Oui. Elle sera retrouvée dans le tiroir de votre salle de bain. Pourquoi vous l'avez gardée? L'accusée s'embrouille, expliquant qu'elle est à son ex et qu'il s'occupait du linge. Bref. En ce qui vous concerne, quel est votre plaisir? Vous vous servez de Madame Pellico comme d'une poupée gonflable? Pourquoi y retourner? J'ai appris qu'elle avait pris du plaisir avec la vidéo. Mais elle te l'a pas dit. Ce n'est pas que pour leur faire plaisir, par besoin sexuel. Je dois vous dire à quel point vos explications sont pénibles pour la partie civile. Elles suscitent l'indignation, explique Maître Camus pour Gisèle Pellico. Oui. Qui se cache derrière cette phrase? Je ne reconnais pas les faits. Est-ce qu'aujourd'hui c'est intégré que pénétrer quelqu'un qui ne peut pas consentir, c'est un viol? Demande Maître Camus, qui se maîtrise mais paraît hors de lui. On est tous hors de nous là, tous. Là, moi, vous tous. Est-ce que vous comprenez que si vous... Parce que dans tout ça, il ne reconnaît pas les faits de viol. Je vais essayer de pas crier. Parce que il y a des filles qui me disent je t'écoute dans mes oreilles en allant marcher, etc. Alors j'essaye de pas crier. Mais si on a envie de crier actuellement. Est-ce que vous comprenez que si vous y retournez la 2e fois, c'est qu'on se dit que dès la première fois, vous avez trouvé ce que vous cherchiez, demande Maître Camus. On est d'accord que vous saviez qu'elle prenait des somnifères avant les faits, demande l'avocate générale. Pas avant d'y aller, répond Vincent C. Non mais avant la relation, oui. Vous n'êtes pas arrivé dans l'intention... Attends, il est arrivé. Il savait pas qu'elle prenait des somnifères. Avant de rentrer dans la chambre, Dominique Pellico, il lui dit « Ouais, elle a pris des somnifères, elle est en train elle est inconsciente. » Ok. La 2e fois, quand il lui propose de revenir, ben là, il savait qu'elle avait pris des somnifères, donc je sais pas. À aucun moment, En fait, à aucun moment, la voix de Gisèle, elle a dit « Je veux !» À aucun moment. Oui, rien.
Ça veut dire que t'es capable d'avoir des relations sexuelles avec une femme que tu n'as jamais entendu le son de sa voix. Elle a jamais dit oui, elle a jamais dit « ah, ouh ». Rien. Rien. Je sais pas, ça fait peur. À supposer que vous vous posiez les bonnes questions. Vous n'êtes pas arrivé avec l'intention de la violer, mais c'est ce que vous faites quand vous pénétrez Madame Pellico. Non plus. À supposer que vous ne vous posez pas plus de questions, reprend l'avocate générale. C'est un jeu, supposons. Même si ça n'a aucun intérêt pour une femme, ce jeu, il devient vraiment le vôtre. Quel est l'intérêt d'un rapport sexuel avec un corps inerte? Aucun intérêt, pour moi, c'est pour le plaisir du couple, répond Vincent. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Mais merci, messire. Merci. Oh là là. L'altruisme de Vincent. Oh, merci, monsieur. Merci. Putain. Ah, des gens qui font plaisir à des couples comme ça, mais il en faudrait plus. Putain. Le mec prend même pas de plaisir, quoi. Et il le fait pour eux. Putain, mais remercions-le. Mais oh, une petite médaille, y a pas quelque chose, là, pour lui? Merci, grand Manitou, de vous soucier autant du plaisir des autres, du bonheur des autres. C'est de la pure bonté. Putain. Je crois que si j'aurais été dans l'audience, j'aurais été avocate de Gisèle Pellico. J'aurais pas gardé mon calme, je vous le dis. C'est difficile d'avoir des coups d'un soir, demande l'avocate générale. C'est pour ça que vous vous rabattez sur cette proposition. C'est pas un supermarché non plus, Coco. Gisèle Pellico, excédée, sort de la salle d'un coup. Je n'en peux plus d'entendre ça. Ah non, mais là, mais moi, ça y est, moi, je pète un câble, là. Putain, mais Gisèle! Gisèle, mais sors de là, mais oui, mais sors de... Mais quelle audace! Mais quelle audace! Mais on peut plus, on n'en peut plus. Là, ça fait trop. Et je sais même pas si on a fait la moitié des accusés, là, dites-vous. Je ne sais même pas si on en est à la moitié. Putain, Gisèle, il faut qu'elle se protège mentalement, vraiment. Nous, on va essayer de tenir le coup, mais Gisèle, oh là là. En plus, dans la salle, l'ambiance, là, il nous parle d'ambiance, mais nous, cette ambiance, on n'aime pas beaucoup. Hein. Pendant la diffusion des vidéos très explicites sur l'état d'inconscience de Gisèle Pellico, une fois de plus, Vincent garde les yeux baissés. Regarde la vidéo! T'as dit que c'était pas un viol, tu reconnais pas que c'est un viol? Regarde la vidéo! Gisèle Pellico est revenue dans la salle. Ok, donc elle a pas vu la vidéo. Putain, au moins on lui a épargné un peu ça. C'est dommage que vous n'ayez pas regardé les vidéos, vous auriez pu me dire si vous avez toujours le sentiment d'avoir fait plaisir à un couple, dit Maître Camus. Je pense que j'ai fait plaisir au mari, pas au couple, admet Vincent. Ah, l'audience est suspendue et reprend demain à 9h. Allez, je vous dis à demain. Pardon, mais là, c'est trop... Pardon, mais là, franchement, c'était lunaire quand même, on peut se le dire. On peut s'accorder le fait de dire que ça nous fait péter un câble. En tout cas, c'est vraiment, n'empêche, des phrases, en tant que femme, je pense qu'on entend souvent. C'est vraiment, ouais, des phrases de culot des hommes. En fait, ça nous sert aussi, nous, en tant que femmes, à un peu mieux repérer quand on va nous dire ce genre de phrases pour la suite. Parce qu'on voit, en fait, que les hommes, ils se pensent tout permis en termes d'audace et de culot. Moi c'est vraiment un truc, mais parce qu'on leur apprend aussi aux hommes, on les conditionne comme ça. Ils sont pas nés comme ça. On les conditionne à ce qu'ils peuvent tout faire, à ce qu'ils peuvent absolument tout avoir. C'est en ça que le conditionnement des hommes, il est problématique dans notre belle société patriarcale. Non, les hommes, ils ne peuvent pas tout faire. Ok, oui, les femmes ont des besoins, ont des envies et ont aussi une voix. Et c'est important d'entendre la voix d'une femme, notamment pendant un acte sexuel. Vous n'êtes pas seul, par exemple, je ne sais pas. Merci d'être là, à me soutenir, à regarder les vidéos avec moi. Franchement, ça me fait trop plaisir de lire tous vos messages, que ce soit sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, les commentaires que vous me laissez. Il y en a plein qui laissent des commentaires aussi, qui me disent je laisse un commentaire pour le référencement, etc. etc. Vous êtes des amours, même sur mes vidéos, parce que ceux qui ne le savent pas, je fais aussi des vidéos où je décrypte un petit peu soit des faits de société, soit des faits historiques ou des personnalités. C'est tout nouveau pour moi, hein, YouTube, hein, mais il y en a beaucoup qui me soutiennent et qui me supportent et qui me disent merci. Et moi aussi, je vous dis merci. Et on se dit tous merci, on se remercie tous. On est dans une bienveillance entre nous, c'est super. Il y a aussi des personnes qui ne sont pas du tout dans la bienveillance, mais en tout cas qui sont dans le dialogue, le débat. C'est important de le préserver aussi. Donc voilà. C'est compliqué d'être une femme encore en 2024, me direz-vous. Un homme aussi, hein, parce que là on a parlé de masculinité toxique par exemple. Cette foutue société patriarcale, qu'est-ce qu'on va en faire? Ceux qui la protègent,
ne font que protéger le peu d'avantages qu'ils ont dans cette société, et j'espère vraiment qu'on va réussir, grâce à ce procès notamment, et grâce à notre combat de tous les jours, à ne plus accepter le bullshit de cette société patriarcale, à changer les choses pour les futures générations, parce que notre génération, elle est un petit peu foutue. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai, on n'est pas foutus. Mais je veux dire quand même, les petits droits qu'on va grappiller peu à peu, et encore, je dis les petits droits qu'on va grappiller, mais encore aujourd'hui, les politiques manquent à l'appel. Que font-ils? Qu'est-ce qui se passe vraiment? Mais je lance un appel. Je lance un appel aux politiques. Que faites-vous? Bougez-vous, dites quelque chose, prévoyez je sais pas, des nouvelles législations, des nouvelles lois, des nouveaux trucs. On a besoin, là, que les politiques s'en mêlent, et s'en mêlent bien, hein. C'est pas la peine de faire de la récupération politique, comme avec Philippines, bien sûr. Mais ouais, là, on a besoin. Là, qu'est-ce qu'on fait? Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et je vous dis à très vite.